Bonjour à tous. Guillaume, on va continuer avec nos cours de mécanique et on va faire le dernier chapitre de mécanique, c'est le chapitre travail et énergie. On commence avec la première définition, c'est celle du travail. Le premier cas, c'est le travail d'une force constante. Quand on a une force constante, ça veut dire vectoriellement constante. On l'a vu, je fais un rappel. La force, elle est définie par quatre choses. C'est son module, la direction, le sens et le point d'application. Donc un polo constant, ça veut dire le module est constant, la direction et le sens évidemment. Donc là, on va considérer que on a un corps qui se déplace du point A au point B sous l'action, sous l'effet d'une force F. Une force F constante qui fait un angle θ avec le vecteur déplacement AB. Le vecteur qui va du point A au point B. Dans ce cas, le travail de la force F du point A au point B est défini comme la force fois le vecteur déplacement. Donc, c'est un produit scalaire. Attention là, un produit scalaire. Le vecteur force scalaire, le vecteur déplacement. Le produit scalaire, la définition terme, c'est quoi? C'est le module du premier vecteur, donc module de F, fois le module du deuxième vecteur, c'est le module du vecteur AB, de déplacement AB, cosinus l'angle entre les deux vecteurs, et on a l'angle θ. Et on voit, on peut écrire l'expression sous la forme F cosinus θ fois AB, c'est-à-dire cosinus θ du plan c'est tout. Alors, c'est quoi F cosinus θ? Du schéma, je vous dis, F cosinus θ, c'est cette quantité. C'est la projection de F, elle a le vecteur AB. Là, le vecteur F, nous pouvons le décomposer en deux composantes. F a deux composantes. Une composante suivante AB, اللي هي هذيك F cosinus θ, ou la composante perpendiculaire هكذا هي F sinus θ. Maintenant, نشوفوا les seuls qui غير هذه la composante هي اللي qui contribue au travail. هي اللي عندها un travail. الأخرى ما عندهاش. D'accord? C'est ce qui est dit هنايا. Alors, نشوفوا بلي على حسب هذه la définition, le travail de la force F de A à B, c'est F scalaire AB. Maintenant, trois possibilités, trois cas. Si θ est inférieur à pi sur 2, c'est-à-dire F, alors dans au moins une composante dans le sens de AB. Maintenant, je vous la définition. Le travail, c'est le module de F fois le module de AB. Cosinus θ qui compte θ inférieur à pi sur 2, ou positif. Donc dans ce cas, si θ inférieur à pi sur 2, le travail est positif. Lorsqu'il est positif, on relève c'est un travail moteur. Si θ est supérieur à pi sur 2, donc si F est compte de l'autre côté, maintenant, le travail, le cosinus θ est négatif, et donc le travail est négatif. Relève c'est un travail résistant. Le dernier cas particulier, qui compte θ égale pi sur 2, maintenant, le travail égale à 0, c'est-à-dire la force ne travaille pas. Donc, il y a trois cas qui peuvent se présenter, qui déroulent soit θ inférieur à pi sur 2, travail positif, on dit qu'il est moteur, θ supérieur à pi sur 2, travail négatif, on dit qu'il est résistant, θ égale pi sur 2, il n'y a pas de travail, le travail est nul, la force ne travaille pas. Alors, j'ai oublié de vous dire que l'unité du travail, c'est le joule. Le joule, je vous donne la définition, c'est Newton fois mètre. On appelle ça le joule. Alors, une petite remarque, attention, lorsqu'on parle de travail, c'est le travail d'une force sur une distance donnée. C'est-à-dire, si
la force, si le corps ne se déplace pas, le corps maouchi déplace, maouchi le travail est nul. Il n'y a pas de travail. Donc même si quelqu'un porte, par exemple, un corps, une boîte, ça mécaniquement, la mécanique, il ne travaille pas. Ça, tant qu'il ne se déplace pas, et en plus, la force qu'il applique, n'est pas dans le sens du déplacement, il ne travaille pas. La force qu'il applique ne travaille pas. Donc toujours, un travail, c'est une force qui agit sur un corps qui se déplace. Donc un travail, on parle toujours de travail d'une force sur une distance. Alors, maintenant, on va voir dans le cas général, c'est-à-dire lorsque la force n'est pas constante, n'est pas vectoriellement constante. Maintenant, soit son module, ou la direction, ou le sens de la force change. Alors, dans ce cas, on considère qu'on a une masse M qui se déplace du point A jusqu'au point B sous l'effet de une force F qui change. Un chauffe le point de la position. Une force F qui est comme ça, fait de la position, F change. Le module, la direction, tout change. Donc, comment calculer le travail du point A jusqu'au point B? Et là, on va utiliser ce qu'on a vu déjà, c'est-à-dire, c'est-à-dire uniquement le travail d'une force constante. Donc, l'intervalle, le chemin من A à B, on va le décomposer en petits intervalles. Ce sera bzef des petits intervalles dr, tellement rare que on peut dire que pratiquement c'est des droites, et sur ces droites la force est constante. Donc voilà où je dis. Maintenant, comme le chemin là, on le décompose en petits intervalles. Les intervalles, le déplacement dr pratiquement c'est des droites. Ou là, sur cette droite, on va dire que la force est constante, sera toujours la même. C'est la force fait du point A, par exemple. Là, c'est la force fait le point A. De là jusque là, c'est la force fait du point A. Maintenant, là, la force constante, elle est égale à la force. C'est tellement petit, tellement serré l'intervalle que pratiquement la force ne change pas. Et dans ce cas, si la force ne change pas, qui maintenant par exemple, on a un déplacement dr, le chemin est pratiquement sur une droite, où on a la force par rapport au chemin là, la direction toujours la même, θ. La force, on va considérer les trois toujours la même module, même direction, même sens. Et donc l'angle est fixe. Ce qui fait qu'on peut utiliser la définition du chemin qui maintenant, sur cet intervalle de là jusque là, le travail, alors on va le noter, c'est un petit travail parce que c'est un petit déplacement. On ne va pas écrire W, on va écrire delta W qui est égal à F, la force, produit scalaire, le déplacement, serait dr. Donc on va écrire ça. Pour chaque petit intervalle, on a une petite quantité, un travail élémentaire, une petite quantité de travail. Et la petite quantité de travail, on la note F scalaire dr. Alors, avant de continuer, voilà, j'écris delta HDS D. D'habitude, on a une variation d'une quantité. Delta, majuscule. Delta, par exemple, un déplacement de là jusque là. Delta R. Delta R, et si c'est très petit, dr. Delta R, c'est quoi? Delta R, c'est le vecteur position jusqu'au point B, moins le vecteur position au point A. Donc, on écrit delta W. Delta W de A à B. Ça veut dire, comme si on rôle, c'est le travail W au point B, moins le travail au point A.
Oh, ça n'a pas de sens. Le travail, c'est une quantité qui existe sur une distance, sur un déplacement. Il n'y a pas de travail à une position. Il n'y a pas de travail à un instant. En thermodynamique, le travail, ce n'est pas une fonction d'état. Donc, le travail à un instant donné, ou le travail à une position, qui m'a, par exemple, la vitesse, par exemple. On peut parler de vitesse au point A, on peut parler de vitesse au point B. La variation de vitesse, delta V, c'est VB moins VA. On peut diviser par delta T pour avoir l'accélération moyenne, par exemple. Mais pour le travail, non. Le travail, il est toujours défini sur un déplacement. Et donc, on ne peut pas parler de travail en un point. C'est pour ça, au lieu de noter dr qui est maintenant, on le note delta W pour dire une petite quantité de travail, mais toujours définie sur un déplacement. C'est pas, le travail n'est jamais défini à une position donnée. Jamais. C'est pour ça que voilà. Et donc, avec la petite quantité delta W, c'est F scalaire dr. Non. Ailleurs, comme sur chaque segment, chaque partie linéaire, le travail élémentaire, le petit travail delta W, c'est F scalaire dr. Et le travail total, du point A jusqu'à point B, c'est la somme de les petits travaux sur tous les segments. Comme il s'agit de quantités infinitésimales, le travail, la somme, on l'écrit comme intégrale. Donc là, le travail du point A jusqu'au point B, c'est l'intégrale de tous les dw. D'accord? Alors, le travail, comme je disais, c'est l'intégrale, la somme de toutes les quantités élémentaires, donc ça, les travaux, ça, de A jusqu'à B. Donc, comme delta W, on a c'est F scalaire dr, petite quantité de travail, c'est F scalaire dr. Donc, le travail de la force F du point A jusqu'au point B, c'est l'intégrale de F dr du point A jusqu'au point B. Ça, c'est la définition générale du travail, c'est l'expression du travail qu'on doit utiliser tout le temps. D'ailleurs, maintenant, nous si la force est constante, vectoriellement constante, donc le vecteur f, on peut le faire sortir de l'intégrale. Le travail, c'est f scalaire, l'intégrale de dr. L'intégrale de dr, c'est r. Maintenant, a, le b, appelé le vecteur ab. Donc, ce sera f scalaire ab. On retrouve la définition du travail dans le cas d'une force constante. Donc, hadik hala khassa. On va toujours utiliser cette expression pour calculer le travail. Alors maintenant, bon, les étudiants les intégrales, mais là, le calcul est toujours très simple. Très simple, et on va voir comment faire le calcul. Parce que là, ça dit la définition. Le travail, c'est l'intégrale. Le travail d'une force du point A au point B, c'est l'intégrale de f dr de A à B, notre produit scalaire, attention à ça, j'insiste. Maintenant, pour faire les calculs qui me il faut exprimer f et dr dans un système de coordonnées. F ou dr, par exemple, les coordonnées cartésiennes, ou les coordonnées polaires, ou les coordonnées intrinsèques. On peut dire le produit scalaire, on fait les calculs. Les calculs, toujours tout simple, il n'y a pas de problème à faire. Mais comment faire le calcul, on va voir. Donc, on va voir deux cas qui fait l'expression tel travail les coordonnées cartésiennes, ou deuxième système de coordonnées qui est très utilisé, c'est le système de coordonnées polaires. Donc, pour f, pour l'exprimer en coordonnées cartésiennes, par exemple, c'est exactement comme on dit en dynamique, c'est-à-dire le vecteur f, on le représente, on va dire projection à les axes x ou y. Donc, j'ai une composante fx, une composante fy. La force, tous les fxi plus fyj. C'est-à-dire que suivant un plan.
dans l'espace, c'est fxi plus fyj plus fzk. Le vecteur de déplacement de R qui fait chikhorg. C'est ce qu'on va voir. Donc, on chauffe les coordonnées cartésiennes, ensuite les coordonnées polaires. Donc, comment écrire dr les coordonnées cartésiennes et comment l'écrire en coordonnées polaires. Les coordonnées cartésiennes, alors, pardon, on va dire qu'on a un corps qui se déplace du point M jusqu'au point M'. Donc, en coordonnées cartésiennes, on considère un repère au X, au Y, vecteur unitaire I et J. Lorsque le corps est au point M, il est repéré par le vecteur position OM, R. Qui, le corps est M', le corps est repéré par le vecteur position R', OM'. Et le déplacement, qui est M, M', c'est ce vecteur qui n'est rien d'autre, R' moins R. Alors, le vecteur delta R, je vous dis les composantes suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y, c'est les projections. Le vecteur delta R. La projection, c'est la quantité delta X. Suivant l'axe des Y, c'est la quantité delta Y. Donc, maintenant, par exemple, c'était un vecteur, la longueur tau delta X, le vecteur delta X, la quantité, fois le vecteur I. Maintenant, si c'était un vecteur, c'est le vecteur, donc c'est delta Y fois J, parce que là, suivant l'axe des Y, suivant J. Et donc, la construction vectorielle, j'ai repris delta R, je l'ai représenté là. Je vous dis delta R, c'est quoi? C'est delta XI plus TI, delta Y, J. Donc, nous delta R, c'est delta XI plus delta Y, J. Maintenant, si les déplacements sont très petits, déplacement très très petit, c'est-à-dire, je m'indique delta R, c'est DR, parce que là, je cherche DR. DR, c'est quoi? C'est un delta R très très petit. Donc, je pense si delta R, il est DR, un déplacement élémentaire, déplacement très petit. Delta X, il est un déplacement suivant l'axe des X, il est très petit, dx, suivant l'axe des Y, il est dy. Donc, maintenant, je vous laquelle des delta R, c'est delta xi plus delta yj. dr, c'est dxi plus dyj. D'accord? Donc, c'est dans le plan. Dans le plan, je vous de façon simple. Alors, dans le cas où j'ai un mouvement rectiligne, c'est-à-dire suivant une droite, par exemple l'axe des X, le déplacement, dr, il est dxi, l'indice suivant y. Le cas j'ai un déplacement suivant l'axe des Y, dr, c'est dyj. Le cas j'ai un déplacement dans l'espace, dr, il est dxi plus dyj plus dzk. C'est tout. Alors, maintenant, je vous une coordonnée polaire. On va reprendre le même dessin. On va changer le système de coordonnées. Au lieu de parler de x et y, on va parler de r et θ. C'est tout. Donc, en coordonnées polaires, c'est exactement le même dessin. C'est le même corps qui se déplace du point M au point M'. Donc, c'est le même vecteur déplacement delta R, R' moins R, les chemins. Sauf que maintenant, on ne va pas parler de projection sur les axes, la cache, parce que là, système de coordonnées polaires, lorsque le corps est au point M, il est repéré par la distance du point O jusqu'au point M, c'est-à-dire le module de R, le rayon polaire, R, et l'angle l'angle polaire, c'est θ. Lorsque le corps est à M', il est repéré par la distance R', et l'angle θ'. Donc, je vous, lorsque le corps est M et M', le déplacement delta R, c'est R' moins R, et l'angle change d'une quantité delta θ, il y a θ' moins θ. C'est-à-dire la quantité de BH, l'angle polaire θ. Alors, maintenant, comment écrire ce vecteur en coordonnées polaires, c'est-à-dire en fonction de UR, Uθ, R et θ? Tout simplement, on va utiliser la relation de Schall. Donc, maintenant, on va dire que ce vecteur delta R, c'est ce vecteur
plus هذا. La relation de Charles. Et on va voir c'est quoi ce vecteur plus celui. Et c'est quoi ce vecteur là. Alors, on va commencer par le plus simple. Le vecteur c'est quoi? On a pris la distance R. On a la même distance R. Et on a dessiné ce vecteur. Donc la distance maintenant, c'est R. La distance maintenant, c'est R'. Donc la distance, c'est quoi? C'est R' moins R. Attention, mais chez vecteur. On a coordonnées polaires, donc on a les distances. Donc, la longueur, c'est-à-dire module de R', نقصولو هذا الطول اللي هو الموديل دو R. هاد لا كونتيتي اسمها دلتا R. بشحال تبدلت لا ديستونس منا بلوتو شحال تبدلت كي الكور راح منا لهنا. دونك سي cette distance là delta R. Et comme on a déterminé la distance. Maintenant la distance est suivant le vecteur UR. Donc le vecteur نكتبوه delta R fois UR. Donc على بالنا بلي هاد الفيكتور delta R هو هذا بلس هذا قلنا سي delta R UR. Maintenant هذا سي كو هاد الفيكتور ندير كيما درت هنا. C'est-à-dire هاد لا ديستونس نشوف هاد لا ديستونس ايكال اكوا قبل. هاد لا ديستونس جو فلي دير بلي هاد لا ديستونس elle est pratiquement تقريبا هي نفسها لا لونغور تاع هاد الارك قوس هذا. هاد القوس هذا الطول تاعو شحال؟ الطول تاعو rien d'autre que هاد لا ديستونس اللي هي R. لا ديستونس قلنا الموديول دونك هاد لا ديستونس فوا لونغل اللي هو دلتا تيتا. دونك الطول تاع القوس هذا تاع هاد الارك سي R دلتا تيتا. Et comme ce vecteur dans la direction θ et le sens de uθ, donc le vecteur c'est R delta θ fois uθ. Donc c'est R delta θ. La direction et le sens suivant uθ, donc fois uθ. Comme ce vecteur c'est هذا plus هذا, هذا plus هذا. Donc on peut dire que delta R c'est delta R en vecteur, c'est delta R UR plus R delta θ ou θ. Delta R, c'est delta R UR plus R delta θ ou θ. Et pour passer le vecteur déplacement élémentaire, on a le différence entre delta R et dr, c'est que dr c'est un delta R très petit. نديرو حنا معلول هنا جو بريزونتي دلتا ار باش نشوفو باسكو كون نديرو تري بوتي لي زونغل سون تري بوتي لي ديبلاسمون سون تري بوتي ما نشوفو والو. دونك نبداو قبل دلتا ار كيما درت نشوفو سي ايكال ا كوا ومن بعد اون فا دير بلي دون لو كا وين يكونو تري بوتي كيفاش يولو اون فا ايكرير دي ار. دونك هنا نشوفو كي يكون دلتا ار تري بوتي دونك دلتا ار il devient dr. هاد دلتا ار il devient dr. هاد دلتا θ il devient dθ. C'est une variation d'un nombre très petit. Donc, maintenant, j'ai l'expression de dr en coordonnées polaires. Je résume, je reprends au rôle. Comme en coordonnées cartésiennes, dr c'est dxi plus dyj. Dans l'espace, c'est dxi plus dyj plus dzk. En coordonnées polaires, bien sûr, toujours dans le plan, chez dans l'espace. dr, c'est dr UR plus R dθ uθ. On va l'utiliser souvent. Donc, en coordonnées cartésiennes, on a la force, on l'écrit fxi plus fyj plus fzk. Je fais, on a des projections, les axes, on trouve c'est quoi les composantes. dr, on a c'est dxi plus dyj plus les zk. Le travail, c'est l'intégrale de f scalaire dr, qui est le produit scalaire. واش يعطيني؟ يعطيني fx dx plus fy dy plus fz dz. Et donc calcule l'intégrale تاعها. Donc l'intégrale de a à b de fx dx plus fy dy plus fz dz. En coordonnées polaires,
Kif kif, la force. Dès la projection de suivant UR et θ. dr هذا وين شفناه c'est dr UR plus R dθ uθ. Produit scalaire. Et l'intégrale, يعطيني le travail. Donc le produit scalaire, c'est FR dr plus Fθ R dθ. Je prends l'intégrale, من A à B, je trouve le travail. D'accord? Bien sûr, ce travail est le même. Donc, là, on a utilisé coordonnées cartésiennes, ou là, on a utilisé coordonnées polaires. Maintenant, la question que les étudiants doivent se poser, ils se souviennent à l'IA, on utilise les coordonnées cartésiennes, on utilise les coordonnées polaires. Alors, les coordonnées cartésiennes, on les utilise généralement qui comptent le mouvement rectiligne. Dès que le mouvement est rectiligne, la trajectoire c'est une droite, on utilise les coordonnées cartésiennes. Donc, on a l'axe X, ou la Y, ou la Z. Par exemple, chute libre, par exemple. Un corps est en chute libre. On a l'axe, la verticale, c'est l'axe Z. Donc, c'est les coordonnées cartésiennes, bien sûr. Et j'aurai un axe Z et un vecteur unitaire K. Le cas où on a un mouvement circulaire, ou la curviligne. Dans ce cas, généralement, on utilise les coordonnées polaires. Généralement, lorsque les forces sont constantes, donc dans la même direction, dans le même sens, qui met le poids, on utilise les coordonnées cartésiennes, quelle que soit la trajectoire. En tout cas, généralement, c'est donné dans les exercices, c'est indiqué. Les exercices, dès qu'on chauffe un exercice, on va directement quel type de coordonnées utiliser. L'essentiel, il faut comprendre ça, parce que dans tout le chapitre, le plus important, c'est de savoir faire ce calcul. Voilà. Donc, une chauffe-eau, comment on fait le calcul? Dans le cas d'un simple, c'est celui d'un projectile. Donc, nous donnons un petit exercice pour comprendre. L'exercice est quoi? Sous l'effet de la force de pesanteur, donc Jadibia, un corps de masse M égale 2 kg, initialement situé au point A, d'altitude YA égale 6 mètres, se déplace jusqu'au point B, d'altitude YB égale 1 mètre. Donnez l'expression du travail du poids sur ce déplacement. Donc, on a un corps de masse M égale 2 kg, et il y aura un point A, l'altitude تاعو ارتفاع تاعو c'est 6 mètres, ويهبط حتى le point B d'altitude 1 mètre. Alors ما خليناش la trajectoire تقدر تكون quelconque, ما تقدرش نعرفو. Seulement, on va parler de poids. Le poids c'est une force qui est constante, donc en principe, qu'est-ce qu'on utilise comme système de coordonnées? C'est les coordonnées cartésiennes. Pardon, allez, donc je considère un repère, OX ou Y. La masse, elle se déplace du point A à le point B sous l'effet du poids. Qu'est-ce qu'on fait? Je qu'on a tout à l'heure, pour calculer le travail du poids du point A à le point B. Tout d'abord, j'ouvre cette force, le poids. Comment l'écrire? Système de coordonnées cartésienne. Le poids, module tau, c'est mg. La direction, c'est la verticale. La verticale, ça veut dire le poids est suivant y, en fonction de j. Il est orienté toujours vers le bas, donc il est en fonction de moins j, dans le sens opposé à j. Son module, c'est mg, donc le poids, moins mg fois j. Maintenant, le vecteur déplacement, on a en coordonnées cartésiennes dans le plan dr, dxi plus dyj. C'est tout ce qu'il y a. Donc maintenant, le calcul du travail, très simple. Je calcule le produit scalaire d'abord. P scalaire dr. Un des moins mgj dxi. J scalaire i. L'angle binatom 90, donc j scalaire i c'est 0. J scalaire j, c'est 1. En fin de compte, qu'est-ce qui me reste? Ça fois ça donne 0. À la tête. 3 de moins mg dy. Donc le produit scalaire P dr, c'est moins mg dy. Le travail, je calcule l'intégrale, le point A et le point B. Donc, le travail du point A au point B, c'est l'intégrale de YA à YB de moins mg dy qui m'a rendu.
Et comme moins mg est constante, je la fais sortir de l'intégrale. Tous les laits moins mg l'intégrale de dy. L'intégrale de dy, c'est y. YA, YB, c'est YB moins YA. Donc j'aurai moins mg, YB moins YA. Quand je remplace par les valeurs, alors je ne me rappelle pas, G même de H. Si on ne nous donne pas G, on a 9,81. Donc, la masse est 2 kg. La masse, c'est 2 kg. YA, c'est 6. YB, c'est 1. Donc, 6 moins 1, c'est 5. 5 fois 2, c'est 10. 10 fois 9,81, ça nous donne 98,1. L'unité, c'est le jour. Il ne faut jamais oublier, bien sûr, l'unité. Alors, on remarque que la valeur est positive. Donc, c'est un travail moteur. On remarque également que le travail ne dépend que de l'altitude, le point B, et l'altitude du point A. Il ne dépend que du point A et point B, position initiale et position finale. Il ne dépend pas du chemin. Qui fait le corps directement, ou là, le projectile, c'est-à-dire la verticale, c'était un projectile. Non? Le travail est le même. L'essentiel, c'est le point initial et point final. Pour calculer le travail, on n'a besoin que de ça. Alors, ce qui est dit ici. Maintenant, on va voir une autre définition. C'est la puissance. Pardon. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est la quantité de travail réalisée par unité de temps, c'est-à-dire par seconde. Donc, si une force fournit un travail W, pendant un certain temps delta t, on parle de puissance moyenne, puisque c'est sur un intervalle delta t. Et donc la puissance moyenne, évidemment, c'est le travail fourni, W, divisé par delta t. La puissance moyenne, c'est W sur delta t. Si on cherche, on s'intéresse à la puissance instantanée. Je fais là déjà, lorsqu'on cherche une valeur instantanée à partir d'une valeur moyenne, on fait tendre delta t vers 0. Quand delta t tend vers 0, bien sûr, W, là, au lieu que de parler de travail W, on va parler d'une quantité élémentaire de travail, delta W. Donc la puissance instantanée, c'est delta W sur dt. AD, c'est une dérivée en fait, hein, en quelque sorte. Donc une petite quantité élémentaire delta W divisée par dt atteignait la puissance. Alors, la puissance, son unité, c'est le watt. Le watt, c'est quoi? C'est joule par seconde. Le watt. Alors, il y a une autre formule de la puissance qui est très utilisée, qu'on peut obtenir à partir de delta W. Alors, delta W, ce qu'on a, c'est F scalaire dr. Donc, quand on F scalaire dr, qu'est-ce que ça va donner? La puissance, on a delta W sur dt, et delta W c'est F dr. Donc, tout les F dr sur dt. dr sur dt, c'est la vitesse. Donc, on peut l'écrire F fois V, directement. Et là, ça devient intéressant. C'est une forme très utilisée pour la puissance. En connaissant la force et la vitesse, on peut déterminer directement la puissance à un instant donné où j'ai une force F et une vitesse V. Alors, maintenant, à partir de cette définition, puisque la puissance est la dérivée du travail par rapport au temps, on peut voir que le travail, c'est l'intégrale de la puissance par rapport au temps. Graphiquement, donc, si on a par exemple le graphe de la puissance en fonction du temps, on peut déterminer directement le travail en calculant la surface. On a une intégrale. Donc, c'est la surface sous la courbe de la puissance, en fonction du temps, entre les instants T1 et Tb, pour avoir le travail de la force du point A au point B. Donc, le travail, c'est l'intégrale de la puissance, ce qui fait que le travail, c'est la surface sous la courbe
de la puissance en fonction du temps. Alors, maintenant, on passe à une autre quantité qui est celle de l'énergie cinétique. Alors, pour avoir l'expression de l'énergie cinétique, on démarre de ce calcul. Cette quantité, c'est quoi? C'est le travail, la somme des forces extérieures du point A au point B. La définition du travail, on va l'appliquer directement là. Non. Le travail, somme des forces extérieures de A à B, c'est l'intégrale de A à B, somme des forces extérieures, scalaire dr. Et somme des forces extérieures, qu'est-ce que ça nous rappelle? Alors, c'est le principe fondamental de la dynamique. Le principe fondamental de la dynamique, qu'est-ce qu'il dit? Somme des forces extérieures égale dp sur dt, la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Et c'est égal à ma lorsque la masse est constante. Donc, maintenant, on peut remplacer NA1, écrire le travail de la somme des forces extérieures de A à B, c'est l'intégrale. On a somme de forces extérieures. Somme de forces extérieures, moi, c'est dp sur dt. Et P, c'est la quantité de mouvement, c'est mv. Donc, c'est l'intégrale de dmv sur dt dr. La masse est constante, on peut la faire sortir. L'intégrale de dv sur dt, scalaire dr. Alors, dr sur dt, c'est v. On a 3 dv. Donc, je peux l'arranger. C'est m. La constante, la masse, elle est constante. L'intégrale de va à vb, de v dv. L'intégrale de v dv, qui est l'intégrale de x dx, l'intégrale de r dr. L'intégrale de v dv, c'est v carré sur 2. va tel vb. Donc, j'obtiens m de v carré sur 2 de va à vb. Ou c'est quoi? Je fais sortir 1 demi maintenant, tous les 1 demi de m, vb au carré moins va au carré. Donc, c'est 1 demi de 1 vb au carré moins 1 demi de 1 va au carré. Alors, je vous dis, le travail de la somme des forces extérieures de A à B, c'est la différence de deux quantités, où chacune, elle dépend de la masse et de la vitesse. Donc, la quantité, elle existe, elle n'est pas égale à 0 si la masse possède une vitesse au point B. Et elle n'est pas nulle si la masse possède une vitesse au point A. Donc cette quantité dépend. Les quantités physiques, elles dépendent de la masse et de la vitesse. C'est pour ça que les quantités, on les appelle des énergies cinétiques. Donc maintenant, on définit l'énergie cinétique et il y a 1 demi de 1v au carré. Le théorème de l'énergie cinétique, je vous théorème, il est compliqué. En fait, le théorème, c'est exactement ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, on vient de voir le travail de la somme des forces extérieures A à B, c'est la variation de l'énergie cinétique de A à B. C'est EC au point B moins EC au point A. Maintenant, le travail de la somme des forces extérieures du point A au point B, c'est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. C'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Là, il faut le connaître. Donc, maintenant, je vous l'énergie cinétique augmente si le travail est positif, et donc la vitesse augmente. Maintenant, je vous si le travail est positif, c'est-à-dire EC au point B moins EC au point A, c'est positif, c'est-à-dire EC au point B est supérieur à EC au point A. L'énergie cinétique au point B est plus grande que l'énergie cinétique au point A. Donc, la vitesse augmente. La vitesse augmente lorsque le travail est positif, lorsque le travail est moteur. Si c'est l'inverse, eh ben, la vitesse diminue. Si le travail est résistant, travail négatif, ça veut dire l'énergie cinétique au point B est plus petite que l'énergie cinétique au point A, ça veut dire que la vitesse diminue. Quand on augmente ou diminue, bien sûr, c'est le module, hein, toujours. Si maintenant le travail est nul, c'est-à-dire si la force appliquée ne travaille pas dans ce cas, le travail est égal à 0. Donc l'énergie cinétique au point B est égale à l'énergie cinétique au point A. L'énergie cinétique doit être constante. Ça veut dire la vitesse est constante. Attention, quand on parle de vitesse, maintenant, l'énergie cinétique, elle ne dépend pas de la vitesse, elle dépend du carré de la vitesse. Donc elle dépend du module de la vitesse.
Pour l'énergie cinétique reste constante, ça veut dire que le module de la vitesse reste constant. Ce n'est pas la vitesse qui est constante, ce n'est pas le vecteur. Attention. Donc, lorsque une force ne travaille pas, lorsque la somme des forces extérieures ne travaille pas, le travail de la somme des forces extérieures est égal à 0, entre deux points A et B, ça veut dire que le module de la vitesse reste constant. Qui m'a par exemple un satellite géostationnaire, par exemple. Un satellite, il tourne autour de la Terre. Bon, si on considère la trajectoire Terre-haut, elle est circulaire. Trajectoire circulaire. La vitesse, elle est toujours tangente à la trajectoire. Donc, la vitesse est toujours plutôt le déplacement terrestre. Le satellite est toujours perpendiculaire à la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, c'est la force avec laquelle la Terre attire le satellite. Donc, elle est normale. Elle est orientée du satellite vers le centre de la Terre. Et donc, maintenant, la force extérieure, la force gravitationnelle, elle est perpendiculaire au déplacement, ce qui fait que le travail est nul. Puisque le travail est nul, alors l'énergie cinétique est constante. L'énergie cinétique constante, ça veut dire que le module de la vitesse est constant. Le vecteur, il change de direction, puisque le mouvement est circulaire. Mais l'énergie cinétique est constante. Donc, on a un mouvement circulaire uniforme. D'accord? Donc, si le travail, la force somme des forces extérieures est nul, alors le module de la vitesse est constant. Reste toujours constant. L'unité de l'énergie cinétique, bien sûr, c'est l'unité du travail, un joule, c'est défini à partir du travail. Donc, c'est le joule. Alors, si on veut écrire le théorème de l'énergie cinétique sous sa forme différentielle, c'est-à-dire, maintenant qu'on a le travail de l'ensemble des forces extérieures de A à B, c'est la variation delta EC de A à B, un travail élémentaire, delta W, c'est DEC. On peut utiliser ça pour la définition de la puissance. La puissance, on a, c'est delta W sur dt, la puissance instantanée. Donc, on peut écrire directement la puissance, c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. D'accord? Donc, ça aussi, cette définition TANI, elle est très utilisée. Si on arrive à exprimer l'énergie cinétique en fonction du temps, il suffit de dériver l'énergie cinétique pour avoir la puissance. Alors, maintenant, on va faire un petit exercice très simple que j'ai tiré de la série de TD. Des thèmes de la série. TD, j'ai oublié quel exercice. Je crois que c'est l'exercice 1, si je me rappelle bien. Alors, l'exercice, il dit une particule de masse petit m se déplaçant sur un axe x' au x, donc un des mouvements rectilignes, est soumise à une seule force f de x égale fi. Donc, une force orientée suivant l'axe des x. La variation de f en fonction de x est représentée sur la figure ci-dessous. Maintenant, la variation de la force en fonction de la position x. Calculer la variation de l'énergie cinétique de cette particule entre les positions xi égale 0 m et xf égale 50 m. Maintenant, le graphe de la force en fonction de x. Alors, on a calculé la variation de l'énergie cinétique. Alors, la variation de l'énergie cinétique, d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique, c'est le travail de la force. Le travail de la force, c'est l'intégrale de f dr. Maintenant, on a suivant l'axe des x, toutes les lignes intégrales de f dx. L'intégrale de f dx, graphiquement, regarde un graphe, directement, on doit penser. Alors, chaque fois qu'il y a un graphe, il y a deux choses à calculer. Les pentes ou les surfaces. Maintenant, c'est une intégrale, donc c'est une surface. Alors, d'après le théorème de l'énergie cinétique, c'est très simple, la variation de l'énergie cinétique, le point initial et le point final, c'est le travail de la force du xi à xf. Le point initial et le final. Xi, on a 0 mètre,
XF 50 mètres. Donc, c'est l'intégrale FDR de XI à XF. F, c'est FI. Le déplacement, on a un déplacement suivant une droite, déplacement rectiligne. Donc, on dit XI. Le produit scalaire, atteint l'intégrale de f dx, de XI à XF. Ou ce n'est rien d'autre que l'air sous la courbe, la surface, entre XI égale 0 et XF égale 50 mètres. C'est tout. Donc, on va calculer l'air. L'air maintenant, un chauffe-eau. Donc, le triangle d'abord, c'est la moitié de ce rectangle. Donc, 1 demi de 1 fois 10. 1 fois 10. Donc, 1 demi de 1 fois 10, c'est 5. Plus, la surface, il y a 1 fois 40 moins 10, 30. 1 fois 30, c'est 1. Donc, c'est 30, là c'est 5, là c'est 35. Donc, on trouve directement la variation de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique à 50 mètres moins l'énergie cinétique à 0 mètres, c'est 35 joules. Directement, c'est aussi simple que ça. J'ai fait tout ça pour vous expliquer Bach. Mais sinon, dans un examen, on peut directement écrire la variation de l'énergie cinétique du point initial au point final égale à la surface sous la courbe pour vous expliquer où est le résultat et la courbe de f de x, bien sûr. Et on écrit le résultat directement. C'est aussi simple que ça.